Et bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture de Santini de Riol, la suite, avec ici le livre sur les pierres magiques, livre qui date de 1905, voilà, j'ai pas fait de bêtises. Nous en sommes à la partie 4, donc ceux qui arrivent par hasard sur la vidéo, je vous encourage à aller voir le premier morceau, donc dans la playlist, vous trouverez le début du livre, ce sera plus facile pour vous. Aujourd'hui, nous sommes donc à l'héliotrope. Donc l'héliotrope, ça c'est une pierre qui aujourd'hui est connue, qui est tout simplement un jaspe sanguin. Alors attention parce qu'on a le jaspe vulcain qui est aussi un jaspe sanguin. Là, l'héliotrope, vous savez, c'est cette fameuse pierre très verte, vert foncé, avec quelques traces souvent un petit peu dispersées de rouge, voire parfois même des petites taches rouges, voire des taches un petit peu plus rouges. Un peu plus grosses, pardon. Alors, l'héliotrope, cette pierre précieuse née en Éthiopie, l'Afrique, l'île de Chypre. Elle a la couleur du poireau, des veines sanglantes la parcourent. Alors, les poireaux, c'est vraiment le vert, vous savez, c'est un vert légèrement bleuté. En fin de compte, c'est pas un vert pomme, quoi. Son nom lui vient de ce que, plongée dans l'eau, elle y fait paraître l'image du soleil, couleur de sang. L'héliotrope d'Éthiopie surtout produit ce phénomène. Hors de l'eau, on y voit le soleil comme dans un miroir, les éclipses de cet astre y deviennent visibles, et l'on y voit la lune passer sous lui. Encore un exemple frappant d'impudence. Les mages prétendent qu'unis à l'herbe du même nom, puisqu'il existe une héliotrope en plante, alors lorsque, on unit cette herbe, et à l'aide de certaines formules, l'héliotrope rend invisible celui qui la porte. Alors là, c'est signé Plein et il y a une petite annotation. C'est cette religion des mages contre laquelle Plein s'élève si souvent qui a ressuscité Eliphas Lévi, et dont nous citons quelques rites dans notre avant-propos. Ok ? Ensuite, on continue. Ici, on va avoir à nouveau un texte à l'ancienne, donc il va falloir que je vous le traduise parce que, vous savez, c'est tiré d'Albert le Grand, donc c'est un petit peu du vieux François, donc je préfère vous le traduire. Donc voici pour cette phrase ce paragraphe tiré du Grand Albert. Si tu veux que le soleil paraisse rouge comme du sang, prends la pierre appelée héliotrope qui a des propriétés proches de l'émeraude, mais marquée de petites taches rouges. Les nécromanciens la nomment héliotropie, et c'est une gemme de Babylone. Si on l'enduit de jus d'herbe qui porte le même nom et qu'on la place dans un vase rempli d'eau, elle fait apparaître le soleil comme sanglant, semblable à une éclipse. Cela vient du fait qu'elle fait bouillir l'eau et, en projetant de la vapeur dans l'air, empêche le soleil d'être vu clairement. Ceux qui veulent essayer, j'aimerais bien savoir si ça marche. N'hésitez pas à m'en parler. Portée sur soi, elle donne à l'homme une bonne réputation, la santé et une longue vie. Voilà pour cette partie. Alors, ensuite, on a un autre texte qui va venir d'Agrippa, normalement ça devrait aller. La pierre d'héliotrope au tournesol qui est verte étoilée, de gouttes rouges, manière de jaspe ou d'émeraude. Alors, faut savoir que l'héliotrope est un jaspe, à la base. Donc cette pierre rend constant, glorieux et de bonne réputation celui qui la porte, et elle a une vertu admirable sur les rayons du soleil, que l'on dit qu'elle convertit en sang, c'est-à-dire qu'elle fait paraître le soleil comme s'il s'éclipsait. Étant frottée d'une herbe qui porte le même nom et mise dans un vaisseau plein d'eau. Bon voilà, il avait juste repris Albert le Grand. Elle a encore une autre vertu bien plus merveilleuse sur les yeux des hommes, qui est de leur ôter tellement leur capacité, vivacité et pénétration, et de les aveugler de manière qu'ils ne sauront, oui, il y avait quand même du vieux français, pardon, je pensais que ça allait, qu'ils ne sauront voir ceux qui la portent. D'où l'invisibilité. Ce qu'elle ne fait point sans l'aide de l'herbe de son même nom qui s'appelle tournesol. Alors là, Albert le Grand et Guillaume de Paris confirment ses vertus. Voilà, l'héliotrope tournesol. Ensuite, là on a Jean de la Taille, et je crois que Jean de la Taille, il va peut-être falloir... oui, il faut traduire.
Et vous avez vu les amis, je fais l'effort. Hein. C'était pas le cas des premiers, mais parce que je pensais pas que je pouvais faire une traduction. Et là au moins c'est un peu plus compréhensible, parce que franchement... L'héliotrope est une pierre de couleur verte, parcourue de veines rouges et ressemble beaucoup au jaspe exposé au soleil. Elle prend une teinte jaunâtre à cause du contraste entre son rouge vif et son vert, au point qu'elle semble assombrir l'eau et produire une sorte d'éclipse solaire. C'est pourquoi peut-être Pline et d'autres auteurs affirmaient qu'elle pouvait rendre un homme invisible par l'influence que ce soleil lui confère. On dit qu'elle prolonge la vie, qu'elle rend les gens constants et appréciés. On lui attribue bien des merveilles, et je pense qu'elle n'est pas plus parvenue jusqu'à notre époque, mais que c'était sans doute cette pierre que le berger Gygès, oui c'est ça, trouva, et grâce à laquelle il devenait invisible. Voici pour cette pierre. On a aussi un anonyme qui confie « On tient qu'elle... » Alors, c'est en vieux François, mais allez, il y a 3 lignes. « On tient qu'elle empêche que celui qui la porte ne soit vu, mais cette faculté est apocryphe. Elle empêche la génération de la pierre. » Elle empêche la génération de la pierre. On passe ensuite, les amis, à l'hématite. C'est parti pour l'hématite. Les plus belles hématites viennent d'Éthiopie, donc elles aussi apparemment. Viennent d'Éthiopie, l'Arabie et l'Afrique en fournissent aussi. Elles sont de couleur sang, puisque vous savez, l'hématite c'est un carbonate, c'est un oxyde de fer, donc je crois qu'on est quasiment à 98%, et c'est pour ça qu'on a souvent une poudre rouge sur les morceaux bruts. Alors, sur les morceaux actuels polis, on le voit un peu moins forcément, et au niveau des perles, vous pouvez l'apercevoir souvent quand vous avez un fil multibrun blanc dans le bracelet. Souvent il rougit. Ça vient justement de cette oxydation que vous voyez surtout à l'intérieur. Parce que lorsqu'elles sont polies, elles sont après légèrement un petit peu chromées parfois. Donc, n'oublions pas qu'elles sont réputées excellentes pour découvrir le piège des barbares. Zacharias de Babylone, dans un livre dédié à Mithridate, donne aux pierres précieuses un rôle dans les destinées humaines. L'hématite, dit-il, guérit les maux d'yeux et de foie, fait réussir les demandes adressées au roi, et est utile dans les procès et les débats. Il ajoute qu'elle est utile il est utile aux combattants de s'en frotter. Ça, c'est signé Pline. Donc, l'hématite, pierre de protection qu'on a souvent, enfin en tout cas on a une donnée aussi là-dessus, mais vous savez qu'à l'époque on avait des olivines, on en trouve encore en hématite, c'est des petits boudins, et donc on en prenait un dans chaque main, et donc c'est une pierre qu'on va pouvoir aimanter. Quand elles sont aimantées, c'est pas forcément c'est pas naturel, c'est un processus qui fait qu'on va aimanter ces deux pierres, et ce qui est très facile. Et à l'époque, les hommes en prenaient souvent une dans chaque main ou dans chaque poche. Ça permettait d'équilibrer et de faire circuler un peu le sang. Voilà. Donc, d'où une pierre pour la circulation, c'est ce qu'on trouve de temps en temps. Ensuite, on va avoir hieromnémon. Vous voyez, amphicome. Donc amphicome, on l'avait fait. On aura aussi hirondelle de pierre, donc ça c'est aétite, qu'on aura déjà vu avant. Hyacinthe qui va donner jacinthe, donc ça on ira plus tard. Iéna, c'est une sorte d'agate que son aspect rayé fait ressembler à une peau de hyène. Elle est bonne pour le flux de sang et les affections de la matrice. Alors la question, qu'est-ce que ça pourrait être? Agate rhyolite peut-être, ou jaspe mariam, mais là il parle bien d'agate quand même. À voir. Donc là, il nous renvoie aussi à l'émeraude. Donc je sais pas trop pourquoi. Peut-être pour la propriété, je sais pas. Ensuite, yéni. Donc H-Y-E-N-I-E. Les yénis proviennent des yeux de hyène que l'on attaque pour les avoir. Les gens crédules disent que placées sous la langue, elles font prédire l'avenir. Signé Pline. Bon. Après, à savoir ce que c'est, je ne sais pas, on va regarder. Oui, donc je viens de vérifier, a priori ce serait pas une pierre connue aujourd'hui.
C'est plutôt une pierre mythique, folklorique, mais ce serait pas une gemme reconnue en tout cas. Donc on continue avec la pierre de l'Inachus. Donc dans le fleuve Inachus, on trouve une pierre semblable au béryl. Ok, les béryls, vous savez lesquels c'est, morganite, héliodore, et bien sûr, la plus connue, l'aigue-marine. Donc qui noircit, donc cette pierre noircit dans les mains de ceux qui veulent porter un faux témoignage. Un grand nombre de ces pierres se voient dans le temple de Junon, Procimée, au rapport de Timothée, auteur d'une histoire d'Argos, Plutarque. Donc ça, je veux voir ce que serait comme pierre. On va regarder ça ensemble. Alors ici, il se pourrait qu'il y ait une confusion avec un quartz trouvé aussi dans un fleuve, puisque a priori il n'y aurait pas tellement de béryl sur le secteur. Donc peut-être aussi, encore une fois, ce serait un minéral qui serait plutôt, encore une fois, mythologique ou tout simplement folklorique. Voilà. Et alors que le béryl est une pierre bien réelle. On a ensuite la pierre de l'Indus. Donc I-N-D-U-S, ou l'Indus. On trouve dans l'Indus une pierre qui, portée par les jeunes filles, les défend de toute violence contre leur honneur. Donc là aussi c'est Plutarque. Donc on va voir ce que ça donne. Ok, alors pour cette-ci, on serait plutôt soit sur une agate, soit une cornaline. Plutôt une pierre rouge orangée, donc agate rouge ou agate tout simple. Et peut-être éventuellement aussi un quartz ou un béryl qui serait translucide. Voilà pour celle-ci. Alors ensuite on a l'iris ou chrysolite. Alors non, c'est chrysotite ou topaze. Pour faire montrer l'arc-en-ciel, il faut prendre une pierre nommée iris et étant blanche comme un cristal. Alors là c'est du vieux François. Les amis, je vais vous traduire. On aura, pour faire apparaître un arc-en-ciel, il faut prendre une pierre appelée iris, blanche comme du cristal, de forme carrée ou présentant des cornes. Si on la place dans les rayons du soleil, elle réfléchit aussitôt la lumière et la fait apparaître et fait apparaître l'arc sur le mur. Ce qui m'ennuie, c'est que la topaze, c'est pas tout à fait blanc. Bon, là, on a quand même aussi peut-être une probabilité sur le péridot, mais le péridot, c'est pareil, c'est vert par rapport à la chrysolite. On va avoir deux autres données. Cette pierre préserve contre les venins et spécialement contre la morsure de l'ichneumon ou rat d'Inde. Ça, c'est signé Robert de Berken. Et pour Agrippa, on aura la pierre d'iris dont la couleur est semblable à celle du cristal. Vous voyez, donc on revient quand même sur du blanc, voire du blanc laiteux. Et qui, comme elle, se trouve hexagone. Alors, il met hexagone. Quand on en expose partie ou sous oh là là, c'est encore, je suis absolument désolée. Alors, quand on en expose une partie sous un oie au rayon du soleil et en la rejetant par réflexion, elle fait apparaître l'arc-en-ciel au mur opposé. Oui, donc ça va fragmenter la lumière. Donc là, franchement, à part franchement un cristal, peut-être une pierre de lune arc-en-ciel, c'est-à-dire une labradorite blanche très transparente. J'ai une suggestion, l'intelligence artificielle qui reprend tout et qui me parle plutôt d'un quartz hyalin, donc issu du cristal de roche, et éventuellement une alternative, et ce serait fort possible du calcite optique, la calcite optique, assez intéressante. Je vous recommande, si un jour vous en trouvez, on voit à travers, c'est assez rigolo comme un écran, on l'appelle ça aussi la pierre écran, c'est assez rigolo et c'est un minéral réfringent. Donc, pourquoi pas, à voir. On va passer maintenant à la jacinthe. Jacinthe, ce cachet est à Hyacinthe, Apollon y a gravé, et Daphné aussi, à qui le fils de Latone donnera-t-il la préférence? Donc ça c'est sorti des épigrammes descriptives, et c'est l'anthologie grecque. Donc ça c'est une première donnée. On y va
Alors, pour la traduction, les hommes d'autorité attribuent de grands et nombreux éloges aux hyacinthes. Parmi eux, Sérapion, que l'on identifie à Jean Damascène. Donc parmi eux, ce Sérapion donc explique que la hyacinthe protège celui qui la porte contre le danger de la foudre. On disait même qu'une cire gravée et placée sous la pierre repoussait les éclairs. On rapporte que cela fut expérimenté dans des régions où la foudre frappait souvent. Personne n'aurait jamais été touché s'il portait une hyacinthe. De la même manière, il délivrait de la peste ceux qui la portent et protégeait les habitants des contrées infestées. Pour ma part, j'en porte habituellement un très grand, donc une très grande, parce qu'il dit un, qui semble impressionnant. Toutefois, il n'aide guère à trouver le sommeil. Le mien n'est pas rouge ni de grande qualité, mais jaune comme l'or, assez éloigné du meilleur, car le véritable et précieux hyacinthe est rouge et rarement plus gros qu'une petite lentille. Alors, là, il pourrait y avoir une similitude a priori sur le zircon rouge, qui s'appelait d'ailleurs le bon hyacinthe. Et celui qui serait comme jaune serait plutôt un zircon jaune ou brun doré. Donc là, c'est vraiment la possibilité qu'on pourrait avoir avec ce type de pierre. Ici, on va avoir Cornelius Agrippa. Donc pareil, je le fais traduire, c'est toujours plus simple. L'hyacinthe reçoit aussi, donc il dit aussi un, je pense, non ça va, il dit elle. La hyacinthe donc reçoit aussi du soleil une vertu contre le poison et les miasmes de la peste. Elle rend celui qui la porte confiant, agréable et gracieux. Elle favorise l'acquisition de richesses et d'esprit, elle fortifie le cœur lorsqu'on la tient dans la bouche. Et elle met fortement l'esprit en joie. Bon. On a aussi donc Jean de la Taille ici, qui va venir nous donner son avis sur cette pierre. Ils sont assez nombreux, donc je vais voir un petit peu si on peut pas avoir d'autres éléments quand même, parce que ça me paraît étonnant. Le véritable hyacinthe doit être de couleur rouge, de la taille d'une lentille et de tempérament froid comme la plupart des autres pierres. On en trouve aussi des jaunes dont la vertu reste cachée et d'autres de couleur pâle comme l'eau, si c'est le zircon, qui sont considérés comme vils et sans force. Le savant et les hommes d'autorité attribuent au véritable hyacinthe de grandes et merveilleuses vertus, en lui donnant beaucoup d'éloges. Ils affirment que grâce à la communication de Jupiter et du Soleil, auquel il est particulièrement soumis, si on porte sur soi et qui touche un peu la peau, il protège et défend contre tout poison, contre la peste, l'air corrompu et les mauvaises vapeurs. Il favorise le sommeil, réconforte le cœur et l'esprit, augmente la richesse et l'autorité. On dit encore davantage qui rend celui qui l'apporte aimable et bienvenu, et qu'il le met hors du danger de la foudre et du tonnerre. Privilège qu'il doit particulièrement à l'influence de Jupiter et qu'il aurait été confirmé, par exemple, dans des régions où la foudre frappe souvent. C'est pourquoi, considérant ces beaux privilèges qu'on lui accorde le ciel, je dis qu'il serait bon de toujours la porter sur soi, d'autant plus que plusieurs grands personnages, princes, empereurs et rois, ont fini leur jour misérablement frappés par la foudre, le poison, la peste, issue de l'air corrompu, et surtout par la haine et la malveillance de leurs sujets. Voilà. Il continue. Cependant, je ne voudrais pas attribuer au hyacinthe une puissance telle qu'il garantisse à celui qui le porte de n'être jamais haï ni mal aimé, surtout s'il s'agit de tyrans. Mais j'en conseille volontiers l'usage à certains amants maltraités, afin qu'ils soient aimés et bien accueillis par leur maîtresse. Voilà, donc là, on a une confirmation sur le zircon rouge, donc c'est Jean de la Taille qui avait beaucoup à dire. Et ici, on va avoir aussi un témoignage donc de Robert de Berken qu'on va aussi traduire, parce que sinon, ça va être compliqué. Donc, lui nous dit: quant à ses vertus et propriétés, bien qu'elles soient pour la plupart fabuleuses ou superstitieuses, je ne m'abstiendrai pas de les rapporter brièvement.
On dit qu'elle calme la mer et apaise les orages, surtout si l'effigie de Neptune y est gravée. Qu'elle provoque le sommeil, vous voyez, il disait la chose inverse tout à l'heure. Fortifie le cœur, accroît la prudence, fait progresser les hommes dans les biens et les honneurs, réjouit l'esprit, protège des maladies contagieuses, et que celui qui la porte sur soi est même préservé de la foudre. Tout cela est expliqué plus en détail donc dans les exercitations de Scaliger. Voilà. Alors là, il a plutôt l'air de dire, lui, que ce serait sur cette pierre-là aussi peut-être un jet. Mais bon, on reste quand même tout à fait sur le zircon, qui est vraiment d'origine rouge et qui peut se trouver en jaune et en blanc. Ensuite, on va avoir un petit paragraphe de Porta sur le jade. Cette pierre soulage les douleurs des reins et chasse le sable de la vessie. Porté en amulette, c'est un préventif contre les bêtes venimeuses. Voilà. Oui, puis vous voyez, là, on arrive au jet, donc ça pouvait pas être... Donc là, c'est le jet ou jaillet. Je crois que c'était une ancienne reine d'Angleterre qui portait le jet aux oreilles, et je crois que c'est devenu aussi la pierre du deuil par rapport à ça, justement. Alors, est-ce que je vais pouvoir lire ça? On va tenter notre chance. Donc là, on a quelque chose on a un témoignage d'Orphée sur les pierres, issu du livre Les Pierres. Donc, par Orphée, voilà, c'est quelqu'un qui a repris le nom. Les reptiles fuient le jet, dont la mauvaise odeur éloigne tous les mortels. On sait que le jet, c'est une pierre très très légère qui est issue du charbon. Il est couleur de flamme, plat et peu grand. Il jette au rayon de feu semblable à celui qu'une branche de pin peu aride. Il jette un rayon de feu semblable à celui d'une branche de pin aride, mais il exhale en même temps une odeur putride insupportable. C'est bizarre. Alors, est-ce que c'est vraiment ça? Il peut servir à faire connaître les hommes atteints du mal sacré, car de suite, en le sentant, ils seront courbés, précipités à terre et privés de leur sens. La lune, aux pieds légers et qui porte des cornes, la lune irritée, a le cœur plein de joie, quand elle les voit ainsi succomber de leur mal. Le jet est encore utile aux femmes, parce qu'il fait couler les portions d'humeur qui leur restent au bas du ventre. D'accord. J'ai encore entendu attribuer à la pierre de jet bien d'autres précieuses qualités, mais il suffit qu'elle chasse par son odeur les reptiles dangereux pour qu'elle te charme infiniment. Bon, alors, mais j'ai pas très bien lu, je suis moins en forme aujourd'hui. Le truc, c'est que l'odeur sur le jet, je le savais pas du tout. Parce que j'ai eu quelques morceaux en main et c'est pas quelque chose qui m'a frappé. Et surtout, bon, c'est une pierre magnifique quand vous la taillez et vous la polissez parce qu'elle brille. Elle a un magnifique brillant. Bon, on va voir ici ce que dit Galien à ce sujet. C'est Galien, pardon. Donc Galien, justement, qui appelle le jet jaillet. J'ai employé le jaillet pour le traitement des affections œdémateuses, donc des œdèmes, des genoux, d'une cure difficile. Et je m'en suis bien trouvé reconnaissant que cette composition était évidemment très efficace. Je l'ai mélangé aussi à un emplâtre appelé barbare, et cette composition avait une puissance dessiccative plus prononcée. Okay. Toutefois, elle ne cicatrise pas les plaies encore fraîches et saignantes, bien qu'elle jouisse vulgairement de cette réputation. Mais elle convient pour opérer la rétraction des plaies profondes. Bon. Alors, pour le prochain paragraphe, les fumigations de jaillet sont avantageuses aux épileptiques et calment les douleurs utérines. Elles ont aussi le pouvoir de chasser les bêtes venimeuses. On les fait entrer dans les médicaments employés contre la goutte. C'est signé Dioscoride. Alors, je me demande, parce que c'est assez étrange. Là, on est bien sur le jet, le jaillet. Et là, il reparle de la jacinthe avec le docteur Ibn el-Baitar. Donc elle, on l'avait déjà, Baitar. Donc le jacinthe est une pierre froide et sèche employée comme collyre. Elle fortifie la vue,
Employée sous forme de bésicle, elle est utile contre l'affaiblissement de la vue causé par l'âge et par les accidents. Elle dissipe les visions et combat le commencement de la cataracte. Là, on a une petite annotation qui met « Le mot vision signifie ici des sortes de nuages, de points noirs, de corps étrangers plus ou moins nombreux que voit passer devant lui l'œil fatigué ou malade. Vulgairement, les mouches. » Donc là, on revient sur la jacinthe. Et là, il dit jacinthe, il dit pas hyacinthe, il dit jacinthe. Donc il devait y avoir une corrélation avec ça. Il va falloir que je vois quand même pour le jaillet ce que ça donne. On va voir ça tout à la fin du texte. On a la suite avec, cette fois-ci, le petit Albert. Je vais voir si je peux le lire. Pour connaître si une fille est chaste ou non, ils adorent ça. Vous prenez du jet ou jaillet que vous réduisez en poudre impalpable, vous en ferez prendre le poids d'un écu à la fille, oh la beau, et si elle a été corrompue, il lui sera tout impossible de retenir son urine, et il faudra qu'elle pisse incontinent. C'est ce qu'il y a écrit, ce que je viens de vous dire. Et avec incontinent. Bon. Si au contraire elle est chaste, elle retiendra son urine jusqu'à l'ordinaire. Ok, donc ça vient du secret merveilleux de la magie naturelle et kabbalistique du petit Albert. Bon. Petit et grand Albert, c'était un peu moyen quand même. Mais bon, il y a des choses. On continue avec Colin de Plancy. Les anciens Islandais attribuaient des vertus surnaturelles aux jaillets qu'ils regardaient comme un ambre noir. Donc là, c'est bon, on y est. Sa principale qualité était de préserver de tout sortilège celui qui emportait sur lui. Ça, c'est vraiment la vertu du... En second temps, c'était un antidote contre toute espèce de poison. Sa troisième propriété était de chasser les esprits et les fantômes lorsqu'on en brûlait dans une maison. La quatrième, de préserver des maladies épidémiques les appartements qui en étaient parfumés. Donc oui, là on est complètement dedans. Mais je savais pas qu'il y avait une odeur. Faudrait que je revérifie ça. On est complètement dans le jet, c'est complètement ça, puisque c'est lié à la mort et c'est lié au monde d'à côté. Donc oui, c'est tout à fait ça. On continue. On a le Jamenius lapis. C'est une pierre précieuse qui prévient les avortements. C'est signé Porta. Alors on va comme demander... ce que c'est, parce que c'est étrange. Donc ici, on trouve quelque chose quand même. On trouve l'équivalent moderne très probable serait l'aétite, pierre d'aigle, une concrétion de limonite contenant un noyau mobile, traditionnellement transporté pour éviter les fausses couches et faciliter l'accouchement. Voilà. Donc cette vertu obstétricale est abondamment attestée chez les lapidaires antiques et l'époque moderne. Donc ça pourrait être ça, parce que de toute façon, sur cette pierre-là, on n'a que cette donnée-là. On continue avec le jaspe. Hermès Trismégiste qui dit « il arrête le flux du sang ». Jaspe, ici, on va entendre, je pense, le jaspe rouge, qui était quand même le plus commun, et effectivement, c'est une pierre sanguine. On va voir un petit peu ce que nous disent les autres. Pour Orphée, on va avoir « si au moment de faire un sacrifice, quelqu'un porte dans sa main un jaspe étincelant et d'une couleur aérienne, le cœur des immortels sera réjoui. Ils verseront sur la terre desséchée des pluies abondantes, et cet homme sera cause que les champs arides seront fécondés par cette pluie bienfaisante. Jaspe merveilleuse, éloigne également de nos moissons la sécheresse terrible et la grêle mêlée à la pluie, et tous les dangers qui menacent les champs, car les dieux te chérissent, car entre toutes les pierres précieuses, et comme le cristal, tu as le pouvoir d'exciter sur les autels une flamme ardente sans le secours du feu. Tu es aussi puissant qu'un feu brillant qu'environnerait le ventre d'un bassin plein d'eau fraîche, et si quelqu'un laissait un pareil bassin sur des cendres froides, avec ton secours le liquide se remettrait bien vite à bouillir. Voilà. On a aussi Dioscorides qui dit « on dit que portée au cou ou sur le bras, cette pierre agit comme une amulette, et que portée sur la cuisse, elle convient contre la dystocie. » Entre parenthèses, accouchement laborieux. Bon. On avait aussi le roi Palémon qui dit sur une bague, une petite pierre de jaspe a pour cachet 7 génisses qui,
Toutes pareilles, semblent toutes vivantes, et peut-être même se sauveraient-elles. Mais pour le moment, le petit troupeau se trouve enfermé dans les tables d'or du chaton. Alors là, c'est tiré des textes anthologie grecque. On va en avoir deux autres. Platon le Jeune, 5 génisses ont été représentés sur cette pierre de jaspe. Elles vivent, elles paissent, peut-être même elles se sauveraient. Mais pour le moment, une étable d'or enferme le petit troupeau. Ensuite, on a Archias, poète grec, sur des bœufs en cachet, en regardant à ton doigt les bœufs et le jaspe de cette bague. Tu croirais voir les uns respirer et l'autre verdir comme du gazon. Ensuite, on va avoir Pline. Alors, Pline, on va essayer de le lire. Dans tout l'Orient, on porte en guise d'amulette une pierre assez semblable à l'émeraude, sorte de jade qu'on nomme Gramalias. Faudra voir quand même, parce que là, il parle semblable à l'émeraude. Lorsqu'elle porte au milieu d'une raie blanche transversale et polygramme lorsqu'il y en a une. Ici s'offre encore une preuve de l'absurdité des mages. Selon eux, cette pierre est utile à qui veut parler en public. On distingue encore l'orniquipunct ou jasponix. Jasponix, attention, jaspe est très proche de l'agate, l'onyx est de la famille des adax, enfin elle est dans la grande famille des agates aussi. Donc jasponix qui a comme des nuages et des flocons de neige à son sommet. Alors ça ressemble à l'obsidienne neige. Et c'est bizarre, parce que l'onyx est noir, et l'obsidienne neige... Jaspe étoilé à points roux brillants. Jaspe étoilé à points roux brillants. Après, c'est une pierre de soleil, mais ça fait partie des felpas, donc ça va pas. Le jaspe couleur de sel et le camnias qui semble terni par la fumée. Nous avons vu un jaspe de 15 pouces de longueur. On en a fait une figure de Néron portant la cuirasse. Ça, c'est signé Pline. Alors, à savoir que vous avez des dalles de jaspe rouge au Brésil, très longues, qui sont juste magnifiques. Et là, on dirait pas forcément que c'est du rouge. On va voir un petit peu de quoi il s'agit quand même sur celle-ci. Bon, là, il y a trop d'éléments différents et l'IA, elle arrive pas à me suivre, donc on va passer sur cette partie-là. Ensuite, on va avoir une donnée de Cardan. Donc là, pareil, à traduire, parce que c'est en vieux français également. Si le jaspe vert, donc là c'est très clair, si le jaspe est vert, et qu'on le porte directement suspendu sur l'estomac, Galien écrit qu'il fortifie grandement cet organe. J'ai moi-même constaté qu'il arrête les hémorragies de toutes sortes, surtout celles du nez, et cela n'a rien d'étonnant puisqu'il possède une forte vertu astringente. Alors ça, c'est connu aussi pour le jaspe rouge, les amis. C'est aussi connu pour ça. Je vous rappelle aussi que le jaspe est une pierre la plupart du temps opaque. On peut avoir des petits filons cristallins de temps en temps à l'intérieur, mais à la base, le jaspe, on le reconnaît, c'est un petit peu la même famille. Enfin, c'est pas la même famille que les agates, mais on est très proche en termes chimiques. La différence, c'est qu'un jaspe sera toujours opaque avec quelques parties parfois des lignes cristallines, c'est normal. Ça peut arriver. On continue. Là, on va avoir Jean de la Taille, donc pareil, là, Jean de la Taille, il va le falloir le traduire parce que lui, on le sait, c'est toujours compliqué avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit... Le jaspe, presque semblable à l'héliotrope, et c'est vrai que l'héliotrope fait partie des jaspes, mais il s'appelle pas le jaspe, se recueille en Orient. Alors, en Orient, mais on en a énormément au Brésil. Il est de couleur verte, il part sur du vert, de grande taille et très éclatant, couvert de taches rouges, il rappelle le sang vif. Donc là, on est clairement sur l'héliotrope, on est clairement peut-être sur un jaspe sanguin et encore. Galien écrit que lorsqu'il est vert, oui, jaspe sanguin c'est gris, donc ça va pas. Lorsqu'il est vert et quoique non, on a le jaspe sans dragon. Tout à fait les amis, on a le jaspe sans dragon et qui lui a des taches rouges vives et est vert.
vert un petit peu kaki. Galien écrit que lorsqu'il est vert et porté directement suspendu sur le bas du ventre, il le fortifie grandement. Je sais qu'il reçoit sa vertu de la constellation appelée Pestoile, dite Ariamèche, ou Bouvier en grec, ce qui le rend particulièrement propre à retenir et à restreindre. Il possède encore, par l'influence de Saturne, la force et la puissance d'apaiser tout ardent désir de Vénus. Donc jaspe rouge, c'est jaspe rouge, jaspe vert, on est plutôt sur un vert un peu vert plante. Vert kaki, là ça va être plutôt le jaspe sans dragon. Et on a le vert un petit peu qui tire vers le bleuté, là on sera sur de l'héliotrope. Ok les amis? Voilà, alors ensuite on a Plutarque, je suis en train de regarder... Plutarque... Non, c'est pas Plutarque, on va avoir Robert de Berken. Donc Robert de Berken, lui pareil, on traduit pour plus de facilité. Alors j'imagine que ce livre va vous obliger, pour ceux qui étudient vraiment la chose, à justement à travailler un petit peu plus, à prendre plus d'éléments et à faire vos recherches vous aussi. Puisque tout n'est pas donné comme ça, on n'est pas du tout sur les livres d'aujourd'hui. Mais la problématique qu'on a sur les livres d'aujourd'hui, c'est que, au contraire, on a plein de pierres, toutes les pierres qu'on connaît, donc les noms sont les mêmes, mais vous avez des identifications qui sont carrément différentes. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un tel qui va écrire son bouquin et qui va avoir des vertus légendaires, mais qui sont plutôt d'un continent, donc qui va prendre ça. L'autre qui va faire des canalisations dessus, donc il va dire ouais c'est ça. L'autre qui va aller chercher un peu sur internet, un peu à droite à gauche, et puis finalement qui va prendre un peu les valeurs qui ressemblent bien, qui trouvent ça chouette, hop, fait qui trouve plutôt bien, et puis il va dire hop, je vais prendre un livre là-dessus. Et puis celui qui va partir dans les livres anciens aussi, et qui va prendre des données à droite à gauche. Donc, autant c'était une difficulté à l'époque de reconnaître la pierre, autant aujourd'hui, maintenant qu'on les reconnaît, au final, c'est les vertus qui partent en sucette, quoi. Hein. Donc clairement, moi j'ai vu des boutiques où finalement, et c'est pas des boutiques, mais comme je vous avais expliqué, j'ai la chance d'avoir, j'ai un diplôme de gémologue, clairement, mais au niveau des pierres, il y a quelque chose d'intéressant, c'est quand vous vous retrouvez sur des gisements où une pierre particulière est trouvée, elle est un petit peu différente de d'habitude, elle est un peu anormale, c'est nouvelle. On sait pas quoi en faire, parce qu'elle peut pas rentrer en bijouterie, elle est pas assez qualitative. Et là, vous avez le gars qui va dire, écoutez, on va l'appeler comme ça, on va la référencer comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? S'il y a des vertus, ils se débrouilleront. Et on a des personnes qui vont arriver, tiens, une nouvelle pierre. Vous avez le Quantum Quattro qui vient de sortir, hein, c'est un mix de plusieurs pierres ensemble. On sait même pas si c'est franchement naturel, ça s'est trouvé sur des réseaux de Chatukit, mais on sait pas si véritablement ces pierres-là, elles sont pas finalement retravaillées un peu derrière, mais il se trouve qu'elles resteraient quand même, elles sont naturelles, mais il y a une donnée, moi j'avais eu comme ça sur l'opale rose il y a très très longtemps, et il me dit qui n'est pas du tout une opale, et c'est quelqu'un qui disait voilà, ça a été décidé de cette façon-là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de cette pierre, elle est plutôt jolie, elle rentre pas en bijouterie, écoutez, on va l'appeler opale rose, et puis elle fera ci, ça. Alors ça, la lithothérapie est venue après. Parce que souvent, c'est pas dans le domaine de la gémologie, c'est plutôt dans un domaine un peu plus spirituel plus tard. Et on va dire, voilà, elle va faire ça, parce que ça va lui donner une vertu, et puis les personnes se disent, on va pouvoir la recaser, et puis ça va se revendre de cette façon. Mais à la base, il n'y a aucun texte, il n'y a aucune donnée ancienne. Mais à l'époque, vous savez, c'était déjà le cas. On offrait des pierres à des personnes dans les temps anciens, et c'était pour souhaiter quelque chose. Donc c'est resté petit à petit, les personnes l'ont vécu aussi. Aujourd'hui, vous avez certainement certaines personnes qui vont dire moi j'ai eu tel bracelet ou tel collier, et puis finalement je me sens bien avec ça. C'était pour ça, et qui vont l'ancrer tout simplement. Et c'est très bien, parce que ça va donner une vertu à la pierre dans son temps, et c'est comme ça que les légendes se font aussi. C'est pas une base qui vient de nulle part, il y a eu quelque chose avant, et encore une fois, alimentation d'égrégore. Voilà. Donc on va continuer. Donc on parlait de Robert de Berken, toujours sur le jaspe. Ses vertus seraient d'arrêter les hémorragies, d'empêcher les avortements, et même de favoriser un accouchement facile, de guérir l'épilepsie, de dissiper les pensées sombres, d'empêcher la formation de calculs, de protéger contre les poisons. On a beaucoup comme ça, hein. Et à l'époque, à croire que c'était vraiment courant, parce que ils en parlent beaucoup.
et même contre les dangers de l'eau. Les dangers de l'eau, c'est pas l'eau qui vous emporte, c'est le fait de boire de l'eau. On sait bien qu'à l'époque, l'eau était pas tout à fait pareil. Il y avait plus de problèmes de purification d'eau. Aujourd'hui, c'est d'autres choses, mais à l'époque, c'était ça. Et si l'on en croit tout ce qui a été écrit à son sujet, les orientaux le portaient autrefois comme un préservatif contre les enchantements. Voilà. Donc ça, c'est dit. Donc toujours sur le jaspe, on va avoir Pierre de Brèche. Alors, j'ai l'impression qu'on va pouvoir le lire. L'image d'un homme gravée sur un jaspe vert enchâssé, on reste toujours sur le jaspe vert, dans l'airain, ayant un bouclier pendu au col, un casque en tête, un glaive élevé dans la main et foulant aux pieds un serpent, rend celui qui le porte au cou victorieux et invincible partout. C'est justement signé Pierre de Brèche et ça vient du traité des talismans aux figures astrales Paris. Ça c'est sympa quand même, il faudrait le lire. Ensuite, on a le jasponix qu'on va remettre sur le jaspe, il n'y a pas de données, le jaillet qu'on renvoie au jet. Pour le jasponix, jaspe, onyx, je vous avais dit tout à l'heure que le jaspe est pas loin de l'agate, l'onyx étant pas loin de l'agate, donc on se rejoint un petit peu. En termes de famille, on n'est pas loin. Voilà. Je vous rappelle aussi que sur les pierres, ce sont pas que des vertus, je vous l'avais déjà dit, mais je vous le rappelle, ce sont pas que des vertus légendaires, il y a bien des vertus qui sont chimiques et d'autres magnétiques. C'est-à-dire, quand je dis chimique, c'est pas industriel et non naturel. Ça veut dire que vous avez des éléments qui constituent la pierre qui sont des molécules qui sont plutôt favorables ou pas pour l'être humain. Voilà. Donc quand je vous dis vous avez une pierre qui est pleine de magnésites ou pleine de fer ou du cuivre, voilà, vous allez le ressentir également. Ok ? Et vous avez aussi les vertus magnétiques. Sans cristaux, on n'aurait pas d'électronique. Donc et d'autres propriétés bien entendu. Alors ensuite, on va arriver au lapis lazuli. Alors, c'est intéressant parce que le lapis lazuli, il met ou cyané ou cyanos. Attention, on a la cyanite, qui aurait pu être confondue avec la cyanée. La cyanite qui s'appelle aussi dans les autres pays kyanite. C'est la même chose. Qui n'est pas du tout la même chose que le lapis lazuli. Le lapis lazuli, on rappelle, une des plus anciennes pierres dont on a des traces, aujourd'hui au niveau documentaire. Et tout simplement dans l'empire sumérien, qui était déjà utilisé en bijoux et en valeurs marchandes. Donc lapis lazuli, pierre bleu roi, qui se trouve essentiellement aujourd'hui en Afghanistan. Quasiment, je crois que il n'y a pas d'autres gisements, sauf si je me trompe, mais a priori c'est majoritairement en tout cas là-bas. Je pense même que c'est pas autre ailleurs. Lapis lazuli qui va comporter des petits points de pyrite, donc des petits points dorés qui sont issus de la pyrite. Aujourd'hui, le lapis lazuli, on peut le trouver souvent la plupart du temps teinté, quand il est très bleuté, et quand on voit pas du tout de zone blanche, soit c'est une très bonne qualité, soit il peut être teinté. D'accord ? Et ça, le fait qu'il soit teinté, ça va se voir uniquement à la loupe. Ça se verra un peu à l'œil nu pour ceux qui ont l'habitude, mais à la loupe, on le voit très clairement, c'est que toutes les zones blanchies vont être reteintées par un bleu. Ça se fait beaucoup et ça se faisait déjà à l'époque depuis très très longtemps, donc qu'on ne dise pas que c'est juste aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'un beau lapis lazuli de belle qualité va être bleu naturel, ça va être très sympa. Donc pour le lapis lazuli, on va avoir en traduction pour soigner la mélancolie et la fièvre carte. Prends une pierre appelée lazuli, sa couleur ressemble à celle du ciel et elle contient des petits points dorés. Voilà. Donc là, c'est tiré d'Albert le Grand. Ensuite, on va avoir notre cher Robert Deberken qui va nous dire des petites choses. Et là aussi, il va falloir traduire. J'ai l'impression que je traduis systématiquement maintenant pour être tranquille. Les propriétés du lapis lazuli sont les suivantes. Il est cathartique, et c'est-à-dire il a la capacité de purger principalement l'homme mélancolique. Par conséquent, il est considéré comme souverain contre les fièvres, cartes, l'épilepsie, les maladies de la rate, l'apoplexie et bien d'autres maux.
On dit encore qu'il dissipe les frayeurs des enfants, fortifie la vue, ça c'est connu. On a aussi lapis-lazuli, enfin, attendez, je vais finir ma phrase, c'est vrai. Fortifie la vue, empêche les avortements, favorise le sommeil et apaise rapidement les douleurs et la goutte. Bon. On est très loin de ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, en général, le lapis-lazuli, c'est la pierre d'expression. Pouvoir sortir ce qu'on ne dit pas, la clarté d'esprit aussi, et on a aussi tout ce qui est problème au niveau thyroïdal, voilà, je cherchais, et tout simplement pour sa couleur. Oh pardon, j'ai baillé un petit coup, j'ai pas pu couper comme il fallait. En tout cas, oui, ça va être tout, il est tard. Donc pour tout ce qui concerne aussi la thyroïde en général, mais ça vient de sa couleur et l'association des chakras, c'est pour ça qu'on le porte au niveau du cou. Voilà. Donc les douleurs de gouttes, etc. Ensuite, alors, là c'était signé Robert de Berken. On n'aura rien de plus sur le lapis, on va avoir la lépidote. Alors la lépidote qui nous met, on peut penser peut-être à la lépidolite, qui sera dans Opale Orphée. Donc il va falloir, on va voir ce que ça donne, ce sera plus tard. On a leucogé, vous voyez, donc galakide et galarkite, je sais pas trop ce que c'est, c'était juste avant. Non, ce sera après. Ensuite, on va avoir Limurgue. Alors, Limurgue. Alors ça, c'est signé Plutarque. Donc pareil, il va falloir faire une petite traduction pour être sûr et voir à quoi il nous associe ça. Alors, près du fleuve Achelous plutôt, on trouve une pierre de couleur livide dont la propriété lui fait donner le nom de linurgue. Si on la jette sur du linge, aussitôt, par une sorte de sympathie, elle en prend la forme et la blancheur, et devient un tissu aussi fin et délicat qu'une toile d'araignée, comme le rapporte Antisthène dans le 3e livre de sa Méléagride. Dioclès de Rhodes en parle aussi en détail dans les Étoliennes. En équivalent, donc il dit que la linurgue, c'est plutôt une pierre mythique des lapidaires anciens sans équivalent minéral obtenu connu aujourd'hui. Elle appartient au registre des gemmes fabuleuses comme la yénie, la pierre d'Inachus, et certains historiens y voient une confusion avec des fibres minérales, peut-être de l'amiante ou de la chrysotole. Car celle-ci peut être tissée en une sorte de tissu minéral, ce qui rappelle la description d'un linge ou d'une toile, donc probablement équivalente à la chrysotile, variété fibreuse d'amiante. Sachant qu'il en existe, chrysotile et les fibreuses d'amiante, ça existe aussi. Voilà, c'est un peu interdit dans les matériaux, mais ça existe en pierre de collection. On va avoir ensuite une autre pierre qui va s'appeler, alors si j'arrive, voilà, la lignite. Alors la lignite, c'est pareil, il va falloir qu'on fasse une petite recherche dessus. Je la fais en même temps que je vous ai parce que ce qu'il y a, c'est que sinon ça m'oblige à tout recouper après. Alors, la lignite. Donc a priori, on rencontre dans le fleuve d'Ipaz une pierre appelée lignite ou liclinis. Elle a la couleur de l'huile et paraît bouillante. C'est marrant, on dirait plutôt une agate de feu, ça. Quand la lune est croissante, on la trouve au son des flûtes. Les personnages de haut rang l'emploient pour leur usage. Donc ça, c'est signé Plutarque. Alors, il y a déjà plusieurs auteurs a priori qui désignent cette pierre comme un marbre blanc très lumineux, ce qui, avec le nom venant donc de lycnos, donc la lampe, pierre qui brille à la lampe. Et ici, Plutarque, il aurait plutôt une description un peu fabuleuse, donc couleur d'huile bouillante trouvée au son des flûtes. Cela rattache plutôt la lignite à une pierre mythique, encore une fois, à valeur plutôt symbolique, rituelle, sans minéral identifié avec certitude. Voilà, sinon au mieux, ce sera vraiment plutôt marbre translucide, ou peut-être calcite, ce qui nous explique. Alors, on a aussi le Lincurium.
Donc là, il a été cité avec Hermès Trismégiste. Donc le lyncurium, qui serait plutôt une pierre de lynx, c'est l'ambre, on l'emploie en collier. Voilà. Donc là, par rapport à ça, vraiment, le retour, ce serait vraiment que ce soit... là, a priori, ce serait vraiment de l'ambre. On va avoir une autre donnée sur ce lyncurium qui va être de Pline. Alors Pline, normalement, on arrive à lire. Cette pierre doit sa naissance à l'urine du lynx, l'urine que l'animal recouvre de terre aussitôt parce qu'il veut soustraire à l'homme un objet aussi utile. Du reste, le lyncurium a la couleur du feu, du succinct, et il peut être gravé. Il attire non seulement, alors sachant qu'à l'époque on n'avait pas les outils de gravure aujourd'hui, donc ça veut dire que la pierre elle était pas molle, mais elle était en dureté, ça allait quoi. Il attire non seulement les feuilles sèches et les brins de paille, comme l'ambre, mais encore des parcelles de cuivre et de fer. Ainsi on crut Dioclès de Théophraste. Pour moi, je pense que tout cela est faux, car jamais on n'a vu de nos jours une pierre précieuse de ce nom. Et il le dit lui-même. Je ne crois pas non plus à sa prétendue vertu médicinale, parce qu'il parle lui-même de l'ambre, donc là ça devrait être autre chose. Je ne crois pas non plus à sa prétendue vertu médicinale quand on dit que, pris intérieurement, il broie les calculs et que bu, ou même simplement porté à l'extérieur, il préserve de la jaunisse. Voilà. Bon. À vous de faire votre idée là-dessus. On va avoir ensuite une pierre qui s'appelle Machéra, qui est donc décrite par Plutarque. Et là, ce qui va nous expliquer, ça va être un petit peu autre chose. Ça va être, voilà. Près du fleuve Marsyas se trouve le mont Beresitius. Sur ce mont, on rencontre une pierre appelée Machéra, ou peut-être Maquera, qui ressemble beaucoup au fer. Si quelqu'un la découvre pendant la célébration des mystères de la Mère des Dieux, il est pris de fureur, comme le rapporte Agatharchide dans ses Phrygiaques. Et là, c'est signé Plutarque. Donc, là, en termes de rapport, on pourrait plutôt avoir un équivalent probable qui serait l'hématite, puisque c'est l'oxyde de fer, et qu'il y a cette couleur métallique et sombre. Une pierre vraiment ferrugineuse, magnétite, hématite, on serait plutôt sur cet ordre-là. Ensuite, on a la malachite, les amis. Bon, celle-ci est connue aujourd'hui. Carbonate de cuivre. Celle qui est verte, vous savez, toujours très lourde. Attention, beaucoup de faux qui circulent. Attention là-dessus. Il faut toujours qu'elle soit lourde avec des dessins. Faut pas que ça fasse résine et que les dessins ils soient bien naturels. Vous avez des malachites fleurs aussi qui sont très intéressantes. Alors là, c'est signé l'anonyme. La malachite défend du tonnerre celui qui la porte et elle empêche les peurs la nuit. Effectivement, c'est aussi une pierre d'espoir, une pierre anti-stress en général, mais en général, c'est quand même la malachite, carbonate de cuivre, égale problème de douleur, et ça, il y a eu quand même des données qui ont été bien validées à ce sujet. Ensuite, on a la marguerite, vous voyez, perle, donc on verra peut-être après. Méandre, c'est la pierre du méandre. Alors, qu'est-ce qu'on va nous raconter là-dessus, sachant qu'il y a une petite annotation, donc... Avant d'avoir la notation, on va essayer d'avoir le texte. Alors, au niveau du texte, le méandre, pierre du méandre. Donc, dans le fleuve Méandre, on trouve une pierre appelée sophron. Si on la jette dans le sein, entre parenthèses le giron ou contre la poitrine, donc si on la jette dans le sein de quelqu'un, il est aussitôt pris de fureur et tue l'un de ses proches. Oh punaise. Donc, sophron, apparemment, ça signifie plutôt sage modéré en grec. Mais ici, la pierre produit plutôt un effet inverse, la folie, la violence. Donc on a un symbole qui est inversé. Encore une fois ici, c'est sûr, on est sur une pierre mythique et légendaire, on n'a pas du tout de données qui pourraient ramener à ce type de pierre. Voilà. On va continuer, alors on a quand même une petite donnée, parce que ça c'était Plutarque, et on a quand même une petite donnée qui disait « Mais après avoir apaisé la mère des dieux,
il est guéri de folie, donc celui qui a tué un de ses parents. Mais il y a une petite annotation qui met « et s'il n'a aucun parent ?» Bonne question, comment ça se passe? Comment ça se passe? Bonne question, fallait y penser. Ensuite, on a une pierre qui s'appelle Minda. Alors c'est M-Y-N-D-A. Et c'est signé Plutarque encore une fois. On sait que lui, c'est un adepte des pierres un peu fabuleuses aussi. Alors, encore toujours une fois dans un fleuve, dans le fleuve Tigre, il a beaucoup voyagé Plutarque pour l'époque. Dans le fleuve Tigre, on trouve une pierre d'une blancheur éclatante appelée Minda. Pierre d'une blancheur éclatante. Selon Léon de Byzance, dans le 2e livre de son traité des fleuves, elle protège contre les attaques des bêtes féroces. Donc c'est signé Plutarque. Là, à part de l'albâtre, du calcaire blanc, ou éventuellement du quartz blanc, cristal, vous voyez, un peu laiteux, on n'a pas vraiment donné peut-être une calcédoine, et encore une calcédoine bien laiteuse, quoi. Voilà. Ensuite, on va avoir une pierre qui s'appelle la neuritis. Neuritis, alors celle-ci, on va voir directement aussi. Donc la neuritis, pour vous en dire un peu plus, donc là c'est signé, qui c'est qui nous écrit ça? Orphée. Alors c'est signé l'auteur Orphée. Je connaissais aussi les propriétés de la neuritis, pierre aimée de Bacchus. Si quelqu'un foule de son pied nu le dos d'un serpent redoutable, et que son dard mortel pénètre dans la chair, la neuritis apaise alors les douleurs. Elle fait d'un mari l'objet du désir de son épouse. Pierre divine, utile aux hommes, je sais aussi que ta seule vue est un remède contre la morsure de l'aspic. Sa couleur est semblable à celle d'un poireau vert. Là on revient soit à la malachite, mais la malachite c'était vraiment que au Congo les amis, donc c'était vraiment c'est la seule zone où on la trouve. Donc faut voir, mais après fleuve, faut voir. Et on aurait une pierre donc d'un vert intense, associée aussi à Bacchus, donc un antidote aux morsures et autres. Peut-être une jadéite néphrite verte à voir, sachant que aussi les pierres vertes, c'est l'espoir, mais un petit peu de protection parfois. Ensuite, on va avoir la pierre du Nil. Alors, toujours Plutarque. Lui, il revient souvent. Donc, pierre du Nil, qu'est-ce que ça raconte? Pierre du Nil. Donc, on trouve dans le Nil une pierre qui ressemble à une fève. Dès qu'un chien l'aperçoit, il cesse d'aboyer. Elle a la plus grande vertu contre les mauvais esprits, car si on approche du nez d'un homme possédé par un démon, l'esprit malin se retire aussitôt. Donc en gros, si vous mettez la pierre sous le nez de quelqu'un qui est envoûté ou qui est possédé, pouf, ça fait l'effet de quoi? D'un exorciste. Et oui, les amis, ça fait l'effet d'un exorciste. Bon, on continue. Équivalent moderne, pierre fabuleuse a priori, au mieux, ce serait peut-être un galet de quartz ou de calcédoine poli par le Nil, mais vraiment aucun équivalent certain sur cette pierre. Hein. De toute façon, plus tard qu'on commence à être habillé. On commence à être habitué. Alors ensuite, on va avoir, très intéressant, l'œil du soleil. Je suis curieuse de voir de ça, parce qu'on a la pierre de soleil. Attention à pas confondre avec la pierre de sable, qui s'appelle aussi pierre de soleil, qui est une pierre de synthèse, qui est une vraie pierre. C'est juste qu'elle est fabriquée en laboratoire. Vous savez, souvent, elle est marron avec plein de petites paillettes cuivre. On a la même version en bleu, en pierre de nuit. Les enfants l'adorent. Et sinon, on a la vraie pierre de soleil, qui porte aussi un autre nom, mais là je l'ai pas sur la langue, je m'en souviens plus. Et c'est une pierre qui est principalement orangée, qui de très bonne qualité peut scintiller. Elle est de la famille des feldspaths, donc des pierres de lune rosées. Alors des pierres de lune, mais celle-ci va être rosée. Et on a des petits scintillements à l'intérieur. Voilà. En très haute qualité, on voit que les scintillements, et puis en basse qualité, on a plutôt un genre de quartz filandreux avec des petites zones comme ça qui pétillent. Alors, œil du soleil, donc c'est peut-être pas du tout la même chose, oui, on a une association, vous allez voir. Œil du soleil, on appelle ainsi une pierre qui ressemble à une prunelle d'œil, au centre de laquelle apparaît un rayon lumineux. Elle a la propriété de fortifier le cerveau et d'améliorer la vue, c'est signé Agrippa, équivalent le plus probable
œil de chat, chrysobéryl. Donc un œil de chat avec vraiment... alors c'est vraiment un chrysobéryl. On a d'autres pierres en œil de chat qui sont chrysobéryl associées à une autre. Là, on a cet effet chatoyant avec comme un petit rayon central. Et sinon, on a la possibilité aussi en œil de tigre pour cette pierre, qui serait un petit peu... qui aurait un petit peu cette chatoyance au centre, ainsi que bien évidemment l'œil de fer, l'œil de faucon et l'œil de taureau. Voilà. Avec cette petite strie au centre. On va continuer un petit peu, même si on a passé l'heure. Alors là, on va voir l'onyx ou la calcédoine. Bon, normalement, l'onyx ou la calcédoine, c'est deux pierres totalement différentes. Ici, on va avoir une donnée qui est signée Ibn el-Baytar, vous savez, le fameux médecin. Alors, médecin du Moyen-Orient. Alors, lui, qu'est-ce qu'il va nous dire? On en a plusieurs qui témoignent là-dessus. Il va nous expliquer, on dit que cette pierre augmente les soucis de ceux qui l'utilisent comme sceau, qu'elle provoque de mauvais rêves et des songes effrayants, et qu'elle peut même en causer à autrui. Si on la fait porter à un enfant, il se met à baver abondamment. Celui qui boit ou mange dans un vase fait de cette pierre est sujet à l'insomnie. En revanche, une femme qui a des difficultés à accoucher est rapidement délivrée si elle en place dans ses cheveux. Là, c'est vraiment soit l'onyx, soit la calcédoine, mais on n'a pas de données essentielles supplémentaires. On va voir ce que nous disent un peu les autres. On a Albert le Grand qu'il va falloir absolument traduire, parce que vous savez que lui, sur ça, c'est compliqué. On a aussi le petit Albert, mais là, c'est Albert le Grand. Alors, j'entendais récemment, c'était rigolo, j'écoutais un gros documentaire sur les exorcistes, et il disait que vraiment le livre d'Albert le Grand, c'était vraiment... fallait pas y toucher. Dans le sens où, bien sûr, ils se réservent eux. Mais c'est, en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que la spiritualité ouvre la porte à de la démonologie, dans le sens où, oui, ça donne accès à un petit monde, et il faut être très clair, hein, les premiers accès sont pas forcément les plus intéressants. D'une certaine façon, ils ont raison, parce que on peut choper des trucs pas terribles. Mais il parlait de Albert le Grand, justement, et ce livre-là, qui avait ouvert la porte au grand public à ce genre de choses. Bon, c'est vrai que dans ce bouquin, faut être courageux. Mais bon, aujourd'hui, il y a d'autres choses plus faciles et on va dire plus neutres et plus positives. Parce qu'Albert le Grand, c'est quand même spécial. Si un jour vous avez l'occasion de voir, vous verrez. Mais c'est des potions et des rituels magiques un peu à l'ancienne, en mode sorcellerie. Franchement, à mon avis, il y a des choses intéressantes, mais ça n'a pas grand intérêt. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, vous avez la magie mentale qui va être beaucoup plus efficace. Si tu veux provoquer la tristesse, des peurs terribles, des imaginations troublées, des querelles ou des litiges, prends une pierre appelée l'onyx, qui est noire. Bon, là c'est clair. On arrive vers l'onyx noir, donc calcédoine rupanée noire blanche, donc même famille que les agates noires, sauf que là elle va être opaque. Les onyx, vous en trouvez beaucoup, c'est une pierre un petit peu... quand elle est bien polie, de belle qualité, elle est un peu noire, brillante. Sinon, elle peut être un tout petit peu légèrement mate avec des petites stries. Vous pouvez avoir des lamelles un petit peu blanchies, parfois même des traces rouges, ça arrive aussi. La meilleure dans son genre est celle qui présente des veines blanches, voilà, on en parle, et qui provient de l'Inde ou de l'Arabie. Si on la porte suspendue au cou ou au doigt, elle provoque aussitôt des querelles et de la terreur. Cela a même été confirmé de nos jours. Alors, ce qui est marrant, c'est que ce qu'on dit souvent des onyx, c'est que c'est la pierre du... c'est la pierre du deuil. C'est la pierre aussi de l'onyx des ruminances contre quelqu'un, c'est-à-dire protection émotionnelle. Protection émotionnelle, mais aussi envers les autres. Vous voyez, de vous-même, gestion des émotions, mais envers les autres. Et on dit que c'est la pierre du deuil aussi, c'est la connexion au défunt. Alors là, il nous met aussi que... alors ça, c'est une donnée que j'ai de l'intelligence artificielle qui mettait que les lapidaires anciens lui attribuaient des effets plutôt négatifs, peur, conflit, contrairement à d'autres pierres considérées comme protectrices. Alors, toutes les pierres noires en général sont protectrices,
Je dis en général, il doit bien y en avoir qui ne le sont pas, mais la plupart c'est le cas. Et l'onyx en fait partie, puis là il a l'air de le sortir quand même. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ensuite, on continue, donc calcédoine onyx de Jean de la Taille, on l'aime bien lui aussi. Il va juste falloir le traduire comme d'habitude. Parce que lui, il est illisible pour notre époque. Enfin, c'est pas illisible, mais vous avez vu le début du livre, hein, si vous n'avez pas bien compris. Là, au moins, on traduit un petit peu. Désolé, ça prend un tout petit peu de temps, mais au moins, c'est compréhensible dans notre langage. Là, plus pour longtemps peut-être, mais vu comment on décline le langage en ce moment avec les jeunes, c'est peut-être pas sûr. La calcédoine ou onyx est aussi une pierre précieuse tendre, ça c'est vrai, c'est-à-dire sensible à la lime, et qui a la couleur, l'aspect et la translucidité d'un ongle. Ah bah c'est pas trop translucide l'onyx, hein. Donc là il parle bien de la calcédoine. Les Indiens en portent partout, car elle apaise l'ardeur de Vénus. Suspendue au cou, elle renforce toutes les forces du corps. Cela n'est pas incroyable, par sa froideur, elle resserre et unit les esprits qu'elle fortifie également par sa clarté. Par l'influence particulière de Jupiter et de Vénus, elle protège celui qui la porte contre l'épilepsie appelée mal caduc. Si l'on frotte 2 morceaux de cette pierre l'un contre l'autre, bien qu'elle soit froide, ils produisent... Alors, c'est un morceau de pierre. Ils produisent une telle chaleur qu'on ne peut guère la supporter. En frottant 2 morceaux entre eux. Bah tiens, je vais essayer. On en trouve de grands morceaux au point qu'on pourrait croire que ce n'est pas une pierre précieuse, mais plutôt une sorte de marbre. À Rome même, dans l'église de Saint-Pierre, on voit 6 colonnes taillées dans cette matière. D'accord. Alors c'est vrai, moi j'ai un ami qui a construit et il a extrait des morceaux de calcédoine, mais je vous dis pas quoi. Alors ils sont pas beaux, ils sont pas purs, mais c'était dans le centre de la France. Calcédoine, quartz microcristallin, donc ça c'est la probabilité la plus probable donc pour là ce qui dit là, et sinon toujours l'onyx, il sera plutôt une variété rubanée mais qui est quand même plutôt noire et blanche. Hein. On va continuer, donc là on a un anonyme, la calcédoine est utile contre... Alors ça c'est pareil, je suis désolée, je suis obligée de vous traduire, il n'y a qu'une phrase. Mais là, c'est pas possible quoi. Le roux je sais pas ce que ça veut dire. C'est enroux EUR, c'est peut-être l'enrouement. On va voir. Oui, c'est ça, c'est l'enrouement. La calcédoine est utile contre l'enrouement car elle rend la voix plus claire. Bon, c'était juste ce qu'il fallait. Calcédoine souvent bleutée. Comme par hasard, on arrive encore sur la partie de la gorge. Voilà. Donc écoutez les amis, on va s'arrêter là pour l'instant. Pour la prochaine fois, on reprendra sur l'opale. Très intéressant, je vous donnerai aussi quelques petites indications complémentaires sur l'opale. Vous allez voir, ça va être sympa. Donc j'espère que pour l'instant ça vous a plu sur cette nouvelle partie de Santini de Riol sur les pierres magiques. Bon, vous avez vu, c'est un petit peu fastidieux, mais franchement c'est intéressant. Pour ceux qui s'intéressent aux pierres, on a des petites données. Et franchement, ce sont des données d'avant. Donc avant qu'il y ait tout ce marketing autour de la pierre. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà eu quelques petites recherches. Bon, après, est-ce qu'elles étaient vraiment à prendre au sérieux? On sait pas trop. Mais écoutez, pour l'instant, c'est toujours intéressant. On peut piocher dedans et c'est le but. On prend ce qui vibre, on laisse ce qui vibre pas. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt sur Livre ésotérique ancien.